Amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Critique Chronique historique. Dans cette émission, nous allons traiter du tournage de toute l'histoire d'un film en particulier. Aujourd'hui, j'ai choisi un des films qui me tient le plus à cœur, Retour vers le futur. Ça va spoiler sans pitié. L'année était 1985, l'époque où ouvraient pour la première fois les Restos du Cœur, où la démocratie était restituée en Uruguay et où au sommet des box-office régnait Gilbert Montagnier et son Sunlight des tropiques, sans oublier Madonna qui criait à qui voulait l'entendre qu'elle se sentait like a virgin. Non, Madonna. Plus personne te croit. On te croyait déjà pas à l'époque, alors maintenant... Bref, c'est dans cette année que sortit en salle le film de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, en version originale, Back to the Future. Pour une fois, le titre français est littéralement la traduction de l'original. On est probablement passé à côté de Voyage dans le temps pour un jeune, ou Le jeune qui voyage dans le temps, ou La voiture magique. Non, Le voyage dans le temps en folie. Ou ça, ils ont dû y penser, les mecs, c'est sûr. Le voyage dans le temps en folie. Bon, je vais jouer le jeu 2 minutes et faire comme si certains d'entre vous, ils n'avaient pas vu le film. Ça m'avait fait peur, j'y ai cru à un moment donné, genre, hey, j'ai pas vu Retour vers le futur. Ils sont cons, les mecs. Ok, alors on y va. Retour vers le futur raconte l'histoire de Marty McFly. Jeune lycéen typique des années 80, c'est-à-dire pas encore drogué à l'internet, il a de vraies activités comme faire de la guitare électrique ou faire du skateboard. C'est des activités en extérieur. Il a pour ami le docteur Emmett Brown, un scientifique gentiment taré. Ce dernier crée une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean. Marty finit par prendre cette voiture et se retrouve propulsé en 1955. Ce qui pourrait être sympa si seulement, la DeLorean n'a plus assez d'énergie pour revenir dans son présent de 1985, et 2, Marty empêche par mégarde la rencontre de ses parents, ce qui remet en cause sa propre existence. Donc un peu la journée de merde, quoi. Retour vers le futur naît d'abord de l'amitié entre deux hommes, les Bob, Zemeckis et Gale. Amis depuis l'école de cinéma, ils signent d'abord ensemble La grosse magouille avec Kurt Russell avant de décider de se lancer sur un autre projet. Tout part d'une idée, celle de Bob Gale, qui tombe sur un livre d'école de son père. Il a du mal à reconnaître et se demande s'il aurait pu être ami avec lui à l'époque. Bob raconte son histoire à Bob, ils en rigolent et ensemble ils se mettent à écrire la première bouture de ce qui deviendra Retour vers le futur. Excités face à leur scénario original, bah oui, c'est 1985, à l'époque les scénarios originaux c'était genre, il y en avait partout quoi. Il n'y avait pas une suite toutes les 5 minutes. Il le propose en premier au studio Disney qui le refuse catégoriquement. En effet, la compagnie de la souris aux grosses oreilles, aujourd'hui maître du monde, aurait été choquée par le fait que la mère de Marty se mette à draguer son propre fils alors qu'elle ne le connaît même pas en 1955. Alors si maintenant on peut même plus rire avec un petit peu d'inceste, je veux dire, on va quoi. Robert Zemeckis demande alors à son autre ami un peu d'aide pour le financement, histoire de trouver d'autres producteurs. Le nom de cet ami, Steven Spielberg. Alors oui, tout de suite ça aide. Pour le rôle principal, les Bob n'ont qu'un seul nom en tête, Michael J. Fox. Mais si, vous savez, le petit Canadien super charismatique, c'est le héros de la série Sacrée Famille qui cartonne sur NBC, non? Bon, d'accord, en 85, il n'est pas connu, mais c'est juste on reconnaît qu'il a du charisme déjà. Seulement voilà, Spielberg appelle directement le producteur de la série Sacrée Famille pour lui demander si il y a moyen. Et il n'y a pas moyen, parce que Fox, il a un planning super chargé pour tourner sa série, et c'est impossible qu'il ait le temps de se lancer dans un tournage. Donc le producteur n'en parle même pas à Michael J. Fox, et on passe à autre chose. Donc dépité, les Bob se lancent à la recherche d'un nouveau héros, et ils jettent leur dévolu sur Eric Stoltz. Après avoir casté Christopher Lloyd dans le rôle du docteur Emmett Brown, le talentueux mais un peu excentrique Crispin Glover dans le rôle du père de Marty, et Lea Thompson dans le rôle de sa mère, le tournage peut débuter. Le premier jour se passe bien, sans problème technique, et pourtant, pour Robert Zemeckis, il y a quelque chose qui passe pas. Tous les jours, il regarde les rushs, les images tournées du jour même, et il y a quelque chose qui lui plaît pas. À tel point qu'il organisera une projection spéciale avec tous les producteurs du film, il leur passe des rushs, et il termine en disant « Messieurs, nous avons un trou dans l'écran. » Ce trou, métaphorique bien entendu, a un nom, Eric Stoltz. Stoltz, acteur méthodiste au charisme plus particulier, ne correspond pas avec la vision que le metteur en scène a du film. Stoltz ne comprend pas vraiment l'humour du film. Et en plus, il pousse toute l'équipe du tournage à l'appeler Marty, afin qu'il reste dans le personnage. Actor studio style. Un exemple du décalage de l'acteur. À la fin de la lecture du scénario, Stoltz sera le seul à exprimer une certaine forme de tristesse à l'idée que Marty, qui revient du passé dans un présent qu'il a maintenant modifié, sa famille étant passée d'un statut social bas à celui de nouveau riche, il exprime donc cette tristesse que son personnage arrive dans un présent dont il ne connaît pas vraiment le passé, poussant ainsi plein de questions métaphoriques ou philosophiques qui prouvent bien qu'il n'était absolument pas sur la même longueur d'onde du film, qui se veut simplement et purement
fun. Eric Stoltz sera finalement renvoyé du tournage, moyennant finance, un acteur recevant son cachet intégral pour un rôle s'il est viré. Face au désarroi évident de Robert Zemeckis, Steven Spielberg rappelle le producteur de Sacrée Famille. Il insiste à nouveau, il nous faut Michael J. Fox, il nous faut Michael J. Fox. Le producteur propose alors la seule solution possible. Ok, vous pouvez l'avoir, seulement il devra tourner la nuit et les week-ends. Si Fox accepte, ça sera son problème. Il devra juste respecter le tournage de la série et se démerder pour le reste du temps avec le tournage de Retour vers le futur. Le producteur appelle Michael J. Fox, lui donne le scénario. Juste au synopsis, Michael J. Fox accepte. Petite parenthèse sur le rôle maudit du film, la petite amie de Marty, Jennifer. Interprétée dans un premier temps par Melora Hardin, cette dernière sera gentiment licenciée après le départ de Rick Stoltz. En effet, elle était bien trop grande pour Michael J. Fox et son 1m63. Pas de chance. Elle sera remplacée au pied levé par Claudia Wells qui a une taille nettement plus acceptable. Malheureusement pour elle, elle ne tournera pas dans Retour vers le futur 2 et 3, puisqu'elle apprend à la fin du tournage du premier que sa mère a un cancer, donc elle reste avec elle. Elle est remplacée par Elisabeth Shue. Elisabeth Shue qui tournera dans le 2 et le 3, les deux films tournés simultanément. Elle dira ne se souvenir absolument pas du tournage, son frère étant décédé au tout début du film. Quand je vous disais rôle maudit, vous voyez bien, c'était malheureusement pas pour déconner. Pour voyager dans le temps, il faut une machine. Et ici, nous avons la plus cool de toute l'histoire du cinéma. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis prêt à vous lancer un duel là, un duel à mort. La machine la plus cool de toute l'histoire du cinéma. J'adore, j'en ai rien à foutre des voitures, mais celle-là, mouah. Petite parenthèse, si vous voulez lancer un petit Kickstarter pour m'offrir une DeLorean comme ça, moi je suis pas contre. Me faire foutre? Ok, d'accord. À la base choisie pour sa ressemblance avec un véhicule spatial, la DeLorean de son créateur Jim DeLorean, je déconne même pas, ne fut produite qu'à 9000 exemplaires, son créateur ayant ensuite eu des procès qui n'ont aucun rapport avec sa filiale de voiture, mais il a quand même dû fermer. Dans les premières versions du scénario, on n'avait pas une machine en mouvement, mais plus quelque chose de fixe, un peu comme un frigo. C'est Spielberg qui suggéra à Zemeckis de changer ça parce qu'il avait un peu peur qu'il y ait des gamins qui veulent faire comme dans le film et qui se mettent dans le frigo. Alors si c'était pour trouver des gamins morts dans les frigos, ça allait un peu foutre un froid. La machine fixe devait être activée par une explosion nucléaire, ce qui allait rendre la chose quand même un petit peu moins cinématographique qu'un véhicule en mouvement. En 1955, alors que Marty empêche la rencontre de ses parents, il prend involontairement la place de son père. Faisant référence à ses vêtements, la mère de Marty l'appellera Calvin Klein en version originale. I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. En français, la marque étant pas totalement connue, on l'appellera Pierre Cardin. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Et les Espagnols se foulèrent encore moins et l'appelèrent Lévi-Strauss. Jamás había visto calzoncillos violetas, Levis. Levis, ¿por qué me llamas Levis? Es tu nombre, ¿no? Levis Strauss. Ah. Lo llevas escrito en la ropa interior. Pas confondre avec le célèbre anthropologue. Marty essayera de convaincre le doc de 1955 de l'aider à le renvoyer dans son présent de 1985. Seulement voilà, le doc ne croit pas nécessairement l'histoire abracadabrantesque de Marty, normal, et demande des preuves. Il lui demande par exemple qui est le président en 1985, ce à quoi Marty répond la vérité. Who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Évidemment, en 1955, Ronald Reagan n'est pas encore homme politique, c'est juste un acteur. Here's great news about two wonderful Baraxo hand cleaning products. Je raconte ces petites anecdotes parce qu'à l'époque, le président Ronald Reagan avait demandé à ce qu'on lui passe le film à la Maison Blanche. À ce qui paraît, il aurait été hilar et aurait demandé qu'on lui repasse ce passage. Plus encore, l'influence du film dans la pop culture en général peut même se ressentir au travers d'un discours du président. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. À la fin du film, quand Marty revient enfin en 1985, il découvrira, comme je vous le disais, que ses parents ont changé de statut social. Ceci constitue le seul point d'opposition des deux Bob sur le scénario. Robert Zemeckis trouvait ça un petit peu trop manichéen, tandis que Bob Gale voulait quelque chose de plus fun. Alors qu'à la fin la DeLorean finit carrément par s'envoler, que le doc nous balance une des meilleures répliques du film, la DeLorean fonce vers nous et on se la prend dans la gueule, ce qui constitue, à mon goût, l'un des meilleurs derniers plans de film de l'histoire du cinéma. À l'image par exemple de l'excellent film Whiplash, que si vous n'avez pas vu, je vous le conseille.
Retour vers le futur est le plus gros succès cinématographique de l'année 1985. En France, les voix de Luc Hamet et Pierre Athé deviendront carrément indissociables des acteurs suite à ce film. C'est dire l'impact du film. Pour ceux d'entre vous qui auraient peur de voir le film remaké, rebooté, rassurez-vous, dans le contrat qu'ont signé les deux Bob avec la maison de production, il y a une clause qui dit bien que le film ne pourra subir aucun traitement de suite ou de reboot du moment que les deux hommes seront encore vivants. Nous leur souhaitons donc une longue vie. 30 ans plus tard, l'impact culturel de Retour vers le futur se fait encore ressentir. Pour conclure, tout en revenant sur ce dernier point, Michael J. Fox racontait récemment qu'il était en voyage au Bhoutan. Alors ici, on est à la lisière de la Chine, du Tibet, du Népal, de l'Inde. Il est au milieu des montagnes millénaires et il passe devant un monastère de moines tibétains. Et en passant devant eux, il entend les mecs l'appeler McFly. Tout cela prouve plus que jamais, amis du soir, que la culture, sous toutes ses formes, n'a pas besoin de route. Bonsoir. Retour à le futur. Non, vous pouvez pas vivre avec ce morceau de pop culture, c'est même pas de la pop culture, c'est de la culture tout court, sans l'avoir vu. Où Gilbert Montagnier était au sommet des hit-parades avec son Sunlight des Tropites, à tel point qu'il organisera une séance, une projection, à tel point qu'il organisera une projection, à tel point qu'il organisera... Oh! Elle sera remplacée au pied levé par Claudia Wells, qui a une taille nettement plus acceptable, qui tournera Oh. Seulement voilà, le doc ne croit pas nécessairement Marty qui vient avec son histoire bien sûr, tu vas arriver à le dire. Seulement voilà, le doc ne croit pas vraiment l'histoire de Marty avec son histoire abracadabrantesque. Ah, j'y suis arrivé. Oui. Seulement voilà, le doc ne croit pas nécessairement l'histoire abracadabrantesque. Seulement voilà, le doc ne croit pas nécessairement l'histoire abracadabrantesque. J'y suis arrivé tout à l'heure, c'est horrible. Le Népal, le Tibet... Alors je suis coupé par l'orage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À l'image par exemple du film Whiplash, que si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Fuck!